Nous avons tellement de nouvelles et d'informations sur la sécurité à couvrir cette semaine que nous n'avons pas le temps de répondre aux questions de nos auditeurs. À la place, on aura plein de nouvelles intéressantes sur les vulnérabilités de Java, sur les solutions de stockage TNO en nuage, et bien plus encore. C'est l'heure de sécurité maintenant. L'explicateur en chef, Steve Gibson, est ici. Il va parler d'un gros exploit Java qui affecte non seulement Windows, mais aussi Mac et Linux, vous donner son point de vue sur le jugement sans Swann contre Apple. Il est, après tout, un concepteur de logiciels. On retrouve tout ça tout de suite, dans Sécurité maintenant. C'est l'heure de Sécurité maintenant. Avec Steve Gibson, épisode 367, enregistré le 29 août 2012, quelle semaine fichtrement chargée. C'est l'heure de Sécurité maintenant. Le spectacle qui couvre votre sécurité et votre vie privée en ligne avec ce gars-là, notre explicateur en chef, Monsieur Steve Gibson de grc.com, l'inventeur d'un grand nombre d'outils de sécurité très utiles comme, bien sûr, l'utilitaire de récupération et de maintenance de disques durs, Spinnerite. Salut, Steve. Salut, Léo. Ravi d'être avec vous cette semaine. Quelle semaine bien remplie. Eh bien, en fait, nous avons beaucoup de choses à dire, à tous les niveaux. Je regardais, et c'est théoriquement la semaine des questions-réponses. Mais bon, avec tout ça, on n'a tout simplement pas eu le temps de prendre une seule question de nos auditeurs. Donc, je vais repousser la séance de questions-réponses à la semaine prochaine, et cette semaine, nous allons parler de tout ce qui s'est passé et se poursuit depuis. J'ai pensé que nous devions parler des gros problèmes Java pour que les gens soient au courant. Il y a quelques nouveaux logiciels malveillants capables d'infecter les images au repos. Des machines virtuelles, VMware autrement dit, même lorsqu'elles ne sont pas en cours d'utilisation, leur fichier statique pourra être infecté. C'était donc prévisible, et maintenant, ça existe bel et bien. Bien. Dropbox a fait la grâce à l'ajout d'authentification à 2 facteurs. Je me suis amusé avec, et l'ai implémenté. Je vais en parler. Et j'ai trouvé une nouvelle solution de stockage en nuage, une solution TNO, Trust No On, en française ne croyez personne. Et je veux vous parler un peu de la guerre Apple contre Samsung. Je n'ai pas d'avis tranché. Mais en tant que personne qui est passée par le processus de brevet certain nombre de fois, et un innovateur et développeur, j'ai pensé qu'il serait amusant de discuter un peu avec vous des conséquences de tout cela. Il me tarde d'entendre ça. On a donc du pain sur la planche. Donc j'ai été frappé par un tweet posté par son nom sur Twitter, @badid. Il a inventé le terme, et notre ami, Simon Zerafa, qui apparemment, regarde beaucoup de fils de nouvelles, l'a retweeté. C'est là que je l'ai vu. Il a appelé cela la Javapocalypse. Le nouveau problème que nous avons avec Java est tellement important que tout le monde est maintenant conseillé d'enlever Java. Qui était-ce déjà le gars en charge de la sécurité chez F-Protect qui a dit que ça concernait Windows, Mac et Linux? Oui, et c'est ce qui faisait l'atout de Java. Je veux dire, tout l'intérêt de Java est que vous écrivez une fois un code, et l'exécutez ensuite n'importe où. Et qu'est-ce qui s'est passé? Avec la sortie de V7, nous sommes récemment passés de 6 à 7, et 6 est toujours mis à jour, un peu pour les personnes qui ne sont pas encore passées à le 7, mais 2 nouvelles classes ont été ajoutées à la version 7. Et il se trouve qu'il y a une manière très habile de tirer parti des erreurs qui ont été faites dans la version 7, et qui sont là depuis un moment. Personne ne sait trop où cela a pu être utilisé avant, mais c'est soudainement que c'est apparu au grand public, qui en a alors pris conscience, puisque c'est maintenant utilisé pour des attaques ciblées. Typiquement, vous visitez un site sur un ordinateur doté de la version 7 du Java d'Oracle. C'est pas tout à fait clair si la toute dernière version, la vendredi, 1er juillet, est à l'abri. Certains disent que la version 1.6 n'est pas vulnérable. D'autres disent qu'au contraire, toutes les versions 7 sont vulnérables. On sait que c'est apparu en passant de 6 à 7, donc 6 n'est pas vulnérable à ça, mais il est vulnérable à d'autres choses. Donc, personne ne recommande de revenir à une version plus ancienne de Java. C'est vraiment le bazar. Donc, comme vous l'avez dit, les 3 systèmes d'exploitation, Windows, Mac et Linux, sont concernés. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que par défaut, Ubuntu n'est pas livré avec la version Java d'Oracle. Ils ont leur propre pangre. Tout comme Apple. Tout comme Apple. Et leur version n'est pas vulnérable. Donc, si vous utilisez le Java natif sous Ubuntu, par exemple, vous êtes en sécurité. Et l'une des personnes étudiant cette faille a dû enlever cette version native, puis installer la dernière version du Java d'Oracle, et enfin, il a réussi à faire reproduire l'exploit. Il y a eu des premiers rapports disant que Chrome n'était pas vulnérable, mais ça a changé très vite. Je veux dire, minute après minute, heure après heure. C'est déjà dans le kit de développement Metasploit. C'est déjà dans le kit de piratage de Black Hole, qui est utilisé par plein de personnes mal intentionnées. C'est donc tout à fait disponible.
Il y a une explication technique complète, qui montre le code source, et décrit étape par étape, la façon dont cela fonctionne. Il y a certains experts en sécurité, qui sont mécontents de cette divulgation, et considèrent que c'est irresponsable. Tout le monde est juste, un peu devenu fou. Très tôt, certaines personnes ont posté des liens vers des sites, web infectés, qui pouvaient avoir contaminé les personnes ayant cliqué sur ces liens. Il y a donc eu un peu de folie à ce sujet, car ça concerne n'importe quel navigateur, et n'importe quel système d'exploitation. Pour l'heure on n'a que des logiciels malveillants pour Windows. Mais la façon dont cela fonctionne est intéressant. S'appuyant sur deux méthodes particulières dans deux classes, ça permet essentiellement à l'applet de modifier les propres paramètres de sécurité du système d'exploitation. Ce n'est donc pas un débordement de tampons, ou quelque chose, comme ça. L'applet peut être téléchargé via un fichier .jar, lorsque vous cliquez sur un lien, allez sur un site web, ou ouvrez du courriel, ou quelque chose d'autre. Normalement, l'environnement Java est confiné à votre navigateur afin qu'il ne puisse arbitrairement pas faire du mal au système. Ainsi, l'applet n'a pas les droits de lecture, écriture et exécution sur le système de fichiers du système d'exploitation lui-même. Mais ce que ces deux méthodes permettent, lorsqu'elles sont utilisées ensemble, c'est de donner à l'applet les permissions sans aucune restriction de lire, écrire et exécuter du code. Alors, quand l'applet a ses droits, elle va ensuite obtenir un autre exécutable. Je pense que dans ce cas, il s'agit de i.exe. À ce stade, c'est donc un exploit pour Windows uniquement. Ainsi, bien que la vulnérabilité existe sur les autres plateformes, pour le moment, à en croire les gens qui l'ont vu, ce ne s'attaque pas à Mac et Linux. Mais l'applet est tout à fait capable de le faire. Dans le cas de Windows, il écrase un fichier dans le répertoire Windows/System32 où tous les composants de Windows sont conservés. Et c'est le service numéro de série multimédia portable qui est écrasé. Il s'agit d'un fichier nommé maladroitement msms.d qui est remplacé. Et pour le moment ce qu'il fait est qu'il télécharge et installe le poison IV RAT. RAT est l'acronyme de Remote Access, Trojan, en français cheval de Troie d'accès à distance. Donc, c'est ce qui arrive aux gens qui cliquent sur des liens dans leur navigateur avec Java activé et en fonctionnement. Encore, une fois, il s'agit essentiellement d'un appel pour désactiver Java. Maintenant, comme nous le savons, Apple a déjà fait le changement, à la suite de la catastrophe qu'ils ont récemment subie lorsque des centaines de milliers de machines Mac ont été infectées à cause de Java, ou celui-ci se désactivait par lui-même. Vous devez réactiver manuellement Java. Et puis, si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps, il se rendort et se désactive à nouveau. Malheureusement, il semble que ce soit le seul moyen que nous ayons pour de coexister avec Java. C'est vraiment dommage, parce que Java est si puissant. Il peut faire beaucoup de choses. Il y a des organismes qui dépendent massivement de Java. Ils ont écrit de grands pans de leurs propres outils en Java parce qu'ils étaient convaincus que c'était une bonne chose. Un patch est disponible. Maintenant, le problème est que Oracle a un cycle de patch de 4 mois. Il ne patch, même pas tous les 3 mois, mais 3 fois par an, tous les 4 mois. Et si, ça a eu lieu au milieu de février, au milieu de juin, et donc à la mi-octobre. Donc, ici, nous nous approchons de la fin août. Nous avons tout le mois de septembre, et la moitié d'octobre. La date officielle du prochain cycle de patch officiel pour Java est prévue le 16 octobre. Tout le monde a demandé à Oracle, ce qu'il se passait, si nous allions obtenir un correctif hors cycle, s'ils allaient résoudre ce problème rapidement. Et jusqu'à présent, silence de la part d'Oracle. À ce que je sache, personne qui a demandé n'a reçu de réponse. Donc encore une fois, nous avons parlé à plusieurs reprises de l'ouverture d'ajout suppression de programme, en cherchant les greffons dans votre navigateur. Si vous ne savez pas si vous avez besoin de Java, désactivez-le. Nous ne savons pas combien de temps la faille va prendre pour être colmatée. Il y a un site qui ne fait que vérifier votre numéro de version, c'est www.isjavaexploitable.com. Ainsi, vous pouvez en toute sécurité aller sur www.isjavaexploitable.com. J'y suis allé, et, parce que j'ai nos scripts activés dans Firefox, rien ne s'est passé. Ça vient de Metasploit, c'est donc une entreprise fiable? Oui. Et, quand vous activez les scripts, ensuite, il utilise Java pour rendre compte de son propre numéro de version et vous dire si vous êtes vulnérable, non pas par l'exécution de la vulnérabilité, mais simplement en regardant le numéro de version parce que, si vous avez la 1.7, vous êtes vulnérable, c'est malheureusement ce que j'ai eu quand je l'ai activé. Ainsi, notre ami Brian Krug de credsonsecurity.com a récemment blogué comment désactiver Java à partir du navigateur. Donc, si pour quelqu'un qui écoute le podcast ce n'est pas évident d'aller dans ajout/suppression de programme de Windows et de le retirer et ensuite regarder vos greffons, et soit de désactiver celui concernant Java ou le supprimer,
Briand a un tutoriel pour chaque navigateur où il décrit étape par étape les instructions sur son récent blog. C'est donc crebsonsecurity.com. Donc, si vous utilisez Ubuntu ou un Macintosh, vous êtes probablement bon, n'est-ce pas? Parce que vous n'utilisez pas. Eh bien, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, sur votre Mac? Je ne l'ai pas encore essayé sur le mien. Je viens juste de regarder sur le mien, et j'ai une installation mise à jour de Lion des Montagneux, et il dit qu'il n'est pas exploitable. Mais de toute façon je reçois toujours l'avertissement de Safari avant même que Java fonctionne. Oui. Mais c'est utile parce que, si vous allez sur un site web, et qu'il vous dit qu'il veut exécuter des applications Java, vous voudrez peut-être de dire non. Oui. Ça serait le bon moment pour dire non. Ouais. Maintenant, j'ai écouté des citations de pirates, lu des citations de pirates, et ils en sont fous, parce qu'ils sentent qu'ils ont une fenêtre de 6 semaines, au minimum. You. Ouais, je veux dire, ce n'est pas souvent que vous obtenez un exploit grand ouvert, entièrement multiplateforme, capable de télécharger et d'exécuter quoi que ce soit sur n'importe quel système. Il a cette capacité. Il se libère complètement des contraintes de sécurité du langage de programmation Java, ce qui lui permet de faire comme n'importe quelle application en cours d'exécution sur votre machine, sans rien que vous ayez fait que de visiter un site web, si vous n'avez pas d'autre protection en place. Vous pouvez donc imaginer les scripts des gamins et des pirates, qui y voient l'occasion pour un peu de créativité. Tiens, se disent-ils, comment allons-nous pouvoir utiliser cette faille? Et encore, une fois, les gens qui écoutent cette balado vont probablement être en sécurité. Le problème Léo, est que tout le monde ne nous écoute pas. Et il va probablement y avoir beaucoup de gens qui se feront prendre. Et encore, une fois, Oracle ne veut pas dire, quand ils auront un correctif pour cela. La bonne nouvelle est, que Java n'est pas installé par défaut, par exemple, sous Windows. Normalement, vous l'obtenez, parce que vous avez fait quelque chose dans le passé qui nécessitait Java, et vous l'aviez installé. Windows ne vient pas préinstaller avec Java. Pareil avec les ordinateurs Macintosh. Java n'est pas non plus préinstallé sur Mac, ouais. Oui. Alors, ça réduit certainement le champ d'action de l'attaque certainement, et c'est une bonne chose. Bien que pour les entreprises tributaires de Java, cela va probablement être appliqué dans des attaques ciblées stratégiques. Maintenant, je tiens à préciser que le patch a été développé indépendamment à dependressource.org. Ils ont un patch. Et si vous n'êtes pas un utilisateur final, ils ne vont pas vous aider. Mais si vous êtes une grande entreprise qui dépend de Java pour son fonctionnement, de sorte qu'il est tout simplement impossible de ne pas l'utiliser jusqu'à ce qu'Oracle corrige la faille, vous pouvez envoyer un courriel à admin@dependressource.org et expliquer qui vous êtes, quel est votre besoin, et ils vont vous fournir un lien vers un patch. Il s'agit essentiellement de changer les problèmes avec ces deux problèmes maintenant bien compris. Donc, c'est trivial à corriger. Et tout le monde a le sentiment que c'est quelque chose qu'Oracle faire immédiatement. Maintenant, l'autre problème est que, lorsque j'ai recommandé que les gens qui ont Java cherchent les mises à jour plus rapidement, j'ai remarqué, et d'autres personnes le confirment, que, lorsque Java se met à jour, il réinitialise son combien de fois dois-je vérifier les mises à jour pour le mettre à, je crois, un mois. Donc, le problème est que, même quand il aura été corrigé, Java ne va pas rechercher une mise à jour plus souvent qu'une fois par mois. Alors. C'est vraiment pas assez souvent. C'est tout simplement ridicule. Oui. Ça n'est vraiment pas suffisant. Maintenant, comme nous le savons, les navigateurs étant plus proactifs sur la vérification des vulnérabilités basées sur des versions de leur propre greffon, peut-être qu'ils intensifieront ces vérifications. Ainsi, vous pouvez voir facilement comment Mozilla, tout comme Chrome, font avec leurs corrections à la volée. Ainsi, ils avertissent les gens de manière préventive, du fait qu'ils ont obtenu une version vulnérable de Java, et demandent de les corriger dès qu'une mise à jour est disponible. Donc, je pense que nous allons continuer de parler de cela au cours des prochaines semaines. Malheureusement, il n'y a rien de pire qu'un méchant qui veut être en mesure d'exécuter un programme de son choix sur n'importe quelle machine qui visite un site web, ou clique sur un lien dans un courriel. Quelqu'un sur le forum de discussion dit, écrivez une fois, exploitez partout. Oui. Et je ne sais pas ce qu'est l'avenir pour Java. Je veux dire, nous voyons vraiment JavaScript s'imposer. Il a été standardisé. Il devient de plus en plus puissant. On peut craindre que Java tombe de la même façon que Flash. Java a été nécessaire un certain temps, mais maintenant, ce n'est pas évident que vous vouliez quelque chose d'aussi puissant que Java, et qui soit exploitable depuis le web. Je veux dire, la beauté de JavaScript d'un point de vue sécurité, c'est qu'il n'a pas d'entrée ou sortie de fichiers ou d'entrée ou sortie au niveau de l'interface de connexion. Je veux dire, JavaScript a été conçu pour fonctionner dans un environnement du navigateur et pour être limité.
Java est un langage de programmation à part entière, qui est confiné à l'intérieur d'une applet, dans un environnement d'applet téléchargeable. Mais il est intrinsèquement puissant. Alors ce qui s'est passé dans ce cas, est qu'il s'est libéré de son confinement. Et ainsi, nous voyons le danger d'avoir un langage de programmation à part entière, qui peut être appelé à partir d'un lien du navigateur. Je ne sais pas comment cela pourra être un jour, une chose sûre à faire. Et Flash a le même problème. Flash est très puissant. Il peut faire beaucoup de choses. Le problème est qu'il est invocable à partir d'un navigateur. Je pense donc qu'à l'avenir, nous allons voir JavaScript continuer à mûrir, améliorer sa vitesse, ses capacités s'étoffer, mais, je l'espère, sera toujours confiné. Ainsi, il sera sûr d'utiliser JavaScript dans un navigateur. Et puis nous avons vraiment envie de nous affranchir de la forte utilisation des greffons qui sont des langages de programmation généraux. Il n'est tout simplement pas sûr de les invoquer par le biais d'un navigateur en cliquant sur un lien vers n'importe où. Ouais, ouah. Oui. Alors. Malheureusement, l'un des jeux les plus populaires, Minecraft, est un jeu Java. Et beaucoup de gens ont Java pour cette raison. Les applications Citri sont aussi en Java. Et ce n'est pas un problème de l'avoir sur votre machine. C'est un problème de l'appeler depuis un navigateur. L'erreur est de lier Java au navigateur. C'est ça l'erreur. C'est exactement ça, oui. Donc, vous pouvez garder Java. Désactiver le lien avec le navigateur. Ouais, je veux dire, vous pouvez également exécuter sur votre ordinateur des programmes C, VBScript ou autres. Le problème est que, lorsque vous installez Java, il installe en même temps son greffon pour le navigateur. C'est vrai. Ce n'est pas une bonne chose. Parce qu'il veut offrir ses services. C'est de l'humour noir, mais j'ai entendu quelqu'un dire 3 milliards de machines sont vulnérables. Oui. Oracle l'a déclaré. Donc, désactivez-le. En fait, vous pouvez le faire dans la plupart des navigateurs. Il suffit de décocher la case activée, Java, c'est ça, n'est-ce pas? Oui. Et il n'y a aucune raison de l'avoir dans votre navigateur à moins que vous ne jouiez au jeu Yahoo ou autre. J'ai vu une annonce que Larry Seltzer avait publiée en juin 2010, donc il y a un peu plus de 2 ans. Vous et moi le connaissons, c'est un chroniqueur de longue date chez PC Mag. Et il avait fait l'expérience de supprimer Java. Et son commentaire à l'époque, il y a 2 ans, était que tout fonctionnait correctement. Et il dit, le Wall Street Journal requérait Java pour montrer certains de leurs tableaux financiers, à part ça, c'est tout. C'est parce qu'il n'est pas un joueur. Beaucoup de jeux, RuneScape, par exemple, un MMO, en français un jeu massivement multijoueur, s'exécute dans le navigateur. Mais la plupart des navigateurs modernes, y compris Chrome et Safari désormais, n'exécutent pas Java automatiquement Java. Ils affichent le message que tel programme demande d'exécuter Java, doit-il l'autoriser? Il suffit donc de dire non, sauf si vous avez lancé RuneScape, exact. Eh bien, d'accord, mais voici le problème. Nous savons dire non. Oui, oui. Mais, je veux dire, c'est tellement drôle, j'adore Jenny, mais chaque fois que nous travaillons sur son ordinateur portable, des choses s'affichent à l'écran, et de suite elle clique, et les fait disparaître. Je lui dis, attends, je lis ces choses. Et elle a dit, ah, d'accord. Mais, je veux dire, je ne veux pas m'en prendre sur elle, évidemment. Mais elle est typique. Je veux dire, c'est ce que tout le monde fait, c'est. Ouais, débarrassons-nous de Java. Oui, nous le devons vraiment. Maintenant, voici la chose intéressante. Java, quand il est sorti, a été présenté comme très sûr, grâce à son confinement dans un bac à sable et tout. Et je ne comprends pas ce qui s'est passé. Le problème est un peu comme le modèle du pare-feu. Vous avez un problème dès que avez une possibilité que vous souhaitez restreindre. Il vaut mieux ne pas avoir cette possibilité. Ainsi, le problème est que nous avons un puissant langage de programmation, Java, à la pointe de ce qui se fait de mieux, et qui peut faire n'importe quoi. Vous pouvez écrire des applications puissantes en Java. Je veux dire, complètes, autonomes, et multisystèmes. Cependant, le problème est son intégration comme composant de navigation, l'idée que, regardez, nous pouvons également l'utiliser pour les applications web. Eh bien, à l'instant où vous faites cela, vous permettez au navigateur d'avoir accès à un langage de programmation complet, et vous attirez des problèmes. Alors ils ont résolu le problème en disant, non, ne vous inquiétez pas, nous allons restreindre sa sécurité. Nous allons, par exemple, enlever sa capacité à lire et à écrire et à exécuter des programmes sur le système de fichiers du système hôte. Et tout le monde dit, bien, c'est une bonne chose. Sauf qu'on vient de voir un moyen de contourner cela, quand l'applet a été en mesure de se donner une permission pour elle-même. Ce qui n'est vraiment pas ce que vous voulez. Oui.
J'ai donc pris l'exemple d'un pare-feu à cause des services non sécurisés qui peuvent se trouver derrière un pare-feu. Ce fut l'histoire de Windows dans ses premiers jours, avant même qu'il ait un pare-feu. Les failles s'enchaînaient les unes après les autres parce que les gens continuaient de trouver des moyens d'exécuter leur propre code, grâce à des dépassements de mémoire tampons sur les serveurs de Microsoft, parce que Microsoft avait tous ces services qui s'exécutaient sur les machines des clients, alors qu'ils n'en avaient pas besoin de tous ces services. Ils ont tout simplement été exposés aux dangers de l'Internet. Ensuite, nous avons eu le pare-feu, mais il n'a pas été activé par défaut, donc, nous pouvions tout aussi bien ne pas l'avoir. Et ce n'est qu'à partir du SP2 de XP qu'il a été activé par défaut. Et du jour au lendemain, le problème a disparu. Pourtant, c'est un peu inquiétant d'avoir des services vulnérables derrière le pare-feu. Mais au moins, nous en avons un. Donc, dans le cas de Java, je pense que la leçon que nous apprenons lentement et douloureusement, c'est que nous ne pouvons pas donner au navigateur l'accès à un environnement de programmation complète, comme Flash, et comme Java. JavaScript a été conçu pour le navigateur. Et sans doute Flash l'avait aussi été, mais ils fonctionnaient aussi séparément. Ils sont tout simplement trop puissants. Seulement, il n'y a pas de bonne façon de le faire. C'est le problème qu'ActiveX a eu. Tout simplement, vous ne voulez pas qu'un navigateur puisse exécuter n'importe quel code sur votre ordinateur. ActiveX c'était le même problème, exactement. C'était comme télécharger une DLL et dire, d'accord, vous pouvez y aller. Et, une fois de plus, nous le répétons, le problème se pose avec les applets Java lancés depuis un navigateur, pas avec les applications Java autonomes. Je veux dire, la même chose pourrait se produire avec une application autonome, mais vous devriez alors télécharger l'application malveillante directement, et intentionnellement. Eh bien, et vous pourriez avoir Java sur votre système, utilisé pour exécuter des applications, aussi longtemps que vous n'avez pas installé et activé le composant additionnel Java du navigateur. Maintenant, le problème vient aussi du fait que Java a tendance à toujours réinstaller ces choses de la même manière, et qu'il remet à un mois le réglage de combien de fois dois-je vérifier les mises à jour, même si vous dites, je veux que tu vérifies s'il y a des mises à jour, tous les soirs. Malheureusement, quand vous revenez un certain temps après, vous vous rendez compte, que c'est encore réglé à un mois. Donc, Java ne se tient pas bien trait. Je pense que, quand on écrira les livres d'histoire, Flash aura été un problème, et Java dans le navigateur aura été un problème. C'était quelque chose dont nous pouvons avoir besoin à l'époque, probablement qu'on n'a jamais été très bien conseillé. Mais comme on ne savait pas ni ce que l'Internet allait devenir, ni sa future omniprésence, ni combien de personnes qui ne sont pas experts en informatique seraient les utilisateurs occasionnels de celui-ci. Et les gens, quels qu'ils soient, cliquent simplement sur oui, d'accord, très bien, je tiens à faire ce que je veux. Alors j'ai vu cette petite note de l'Institut de sécurité 100, qui m'a fait plaisir. C'est une histoire que je voulais partager, simplement parce qu'elle reprend ce que je ne cesse de répéter. L'histoire a été couverte dans Computer Worldbook et Yahoo Finance. On peut lire, une enquête annuelle de 11 000 chefs d'entreprise publiques et 2000 conseils généraux montre que, pour la première fois, la sécurité des données est désormais une préoccupation majeure des conseils d'administration aux États-Unis. Comme dans les conseils d'administration des entreprises. Le sondage, mené par des cabinets de conseil d'entreprise et membres du conseil FTI Consulting, montre que plus de la moitié, 55%, des avocats généraux interrogés placent la sécurité des données comme une préoccupation majeure, tandis que chez les dirigeants on est à 48% des dirigeants interrogés. Il y a 4 ans, en 2008, une enquête similaire avait constaté que seulement 25% des dirigeants et 23% des avocats généraux plaçaient la sécurité des données dans leurs préoccupations, ce qui traduit un doublement de cette préoccupation en 4 ans. Je pense qu'il va falloir plusieurs failles de sécurité très médiatisées, avant qu'une majorité des conseils d'administration reconnaissent que faire des affaires sans plan de gestion de la crise en place mène droit à la catastrophe. Et j'ai dû lire cette dernière phrase 2 ou 3 fois, un plan de crise. Que diriez-vous d'envisager de ne pas avoir de crise? Comment ça? Vous devriez faire les deux. Vous devriez essayer de ne pas en avoir, mais vous devriez avoir un plan d'intervention, non? Oui, absolument. Et en fait, l'une des façons dont les gens ou les entreprises ont des ennuis, ces jours-ci, c'est quand ils réagissent mal à un problème. Je suis juste étonné, Léo, de l'inertie, à quel point cela est lent à changer. Mais comme je dis toujours, avec toutes ces failles très médiatisées, ces entreprises sont gênées, et c'est peut-être le seul moyen pour les services informatiques d'obtenir l'argent et le personnel dont ils ont besoin. Parce que, quand vous parlez aux gens du service informatique, ils sont fous, ils vous disent, nous leur disons tout le temps. Nous les supplions, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais au lieu de ça, la réponse est bon, d'accord,
Nous allons parler de ça au prochain trimestre parce qu'en ce moment, nous avons des priorités différentes. Je pense que la décision a été prise, à un moment donné, par un grand nombre de banques et consorts, quand ils ont vu qu'ils allaient avoir des pertes. Vous savez? Oui. C'est juste, le coup de faire des affaires. Nous ne pouvons pas vraiment l'arrêter. C'est comme vol à l'étalage. Eh bien, regardez le problème de la fraude aux cartes de crédit. Tout à fait, ils ont complètement accepté un pourcentage de perte. C'est exact. Ils ont pris en compte qu'un certain pourcentage de ces frais allait être frauduleux, et ils ont donc remonté les taux d'intérêt, et utilisé cette excuse, soit dit en passant, pour bien les augmenter. Très pratique. Et couvrir leurs pertes de cette façon. Oui, exactement. Donc Crise est aussi le nom d'un nouveau logiciel malveillant pour Windows, qui a été découvert le mois dernier, en juillet. On l'a jugé capable d'infecter les machines virtuelles, VMware, ainsi que les appareils mobiles Windows et clés USB amovibles. Lorsqu'on l'a découvert, on a pensé que Crise ne ciblait que Windows et Mac OS. Il a la capacité d'enregistrer des conversations skip, de capturer le trafic de programmes de messagerie instantanée et de pister sites web visités avec Firefox ou Safari. Symantec indique que Crise recherche une image de machine virtuelle VMware sur l'ordinateur compromis et que, s'il en trouve une, il la monte, puis se copie dans l'image en utilisant un outil de VMware Player. Donc, il y a du nouveau, les gars. Impressionnant. Combien de fois avons-nous parlé de machines virtuelles, en les décrivant comme une sorte de refuge, un moyen de tester les virus, de créer une sorte de confinement, quelque chose sur lequel nous avons un certain contrôle. Mais malheureusement, comme elles sont devenues de plus en plus populaires, il était sans doute prévisible que nous nous retrouvions avec un virus qui allait monter l'image, puis l'infecter, puis la démonter pour que. C'est génial. Alors que vous lancez votre machine virtuelle VMware, en passant, ok, maintenant j'ai un truc tout propre. Et fait, alors même que l'image n'était même pas lancée, derrière votre dos, elle a été infectée par cette chose. Incroyable. J'ai constaté que les législateurs californiens, de droite et de gauche, ont massivement voté la loi sur la protection de la géolocalisation de l'année 2012. Il s'agit d'un nouveau projet de loi demandant aux organismes d'application des lois d'obtenir un mandat avant de recueillir des données GPS ou de géolocalisation. Oui. Alléluia. À partir de téléphones portables ou de téléphones intelligents. Il a été coparrainé par la EFF, nos amis de la Fondation électronique sans frontières, et par la CLU, le syndicat américain des libertés publiques. Le projet de loi a été transmis, aujourd'hui, au gouverneur de Californie Jerry Brown pour signature. Il avait déjà refusé, l'année dernière, de signer un projet en lien avec celui-ci. Ça a été une déception et un peu une surprise. Espérons que cela est assez limité pour qu'il signe. La EFF a fait un communiqué. Ils ont dit qu'ils enjoignaient le gouverneur Brown de Californie de prendre l'initiative sur cette question et de signer la SB 1434, car elle établit un équilibre judicieux entre le maintien de la sécurité publique et la préservation de notre vie privée. Passage tronqué. C'est une bonne chose. Dans Welle, un blogueur, a écrit il y a 2 jours, le 27 août, « Salut, tout le monde. Il y a quelques semaines, nous avons discuté d'un certain nombre de mesures que nous sommes en train de prendre et ajouter une couche de sécurité additionnelle pour les utilisateurs de Dropbox. Aujourd'hui, nous aimerions vous annoncer le lancement de la validation en 2 étapes, une caractéristique qui permettra d'améliorer la sécurité de votre Dropbox en exigeant 2 étapes d'authentification, votre mot de passe, et un code de sécurité qui vous sera envoyé par texto, ou qui sera généré par une application mobile d'authentification, disponible sous iOS, BlackBerry, et Windows Phone 7. Alors j'ai sauté sur l'occasion pour jouer avec. Je n'ai jamais vraiment été un utilisateur actif de Dropbox, Léo, puisque vous et moi avons arrêté de l'utiliser quand nous sommes passés à PogoPlug. On a utilisé Dropbox un temps, et je viens. C'est exact. Je vous ai fait l'utiliser. Qu'est-ce qu'on utilise maintenant? Maintenant, je viens juste de récupérer la version haute qualité. D'accord, et vous venez travailler à partir de ça. D'accord. Et je travaille à partir de ça, c'est donc facile. Désolé. Je ne savais pas. Donc c'est une bonne chose. Ce que je pense vraiment, c'est que nous allons voir un transfert vers le TOTP, Invasion Team Password, en français, le mot de passe unique temporaire. C'est l'authentificateur de Google. Il s'agit d'une version dont nous avions parlé il y a une éternité quand PayPal et Amber l'avaient adopté. L'idée est que le code change toutes les 30 secondes, et vous devez juste avoir une horloge précise. Vous devez être synchronisé. Mais l'heure est donnée par l'internet maintenant, donc vous pouvez vous attendre à ce que l'heure soit connue, votre téléphone sait quelle heure de la journée il est. Et nous savons qu'il y a même des moyens pour synchroniser même quand il y a une erreur de synchronisation, donc ça peut fonctionner.
L'authentificateur de Google est bien sûr libre et ouvert. Ce top est dans le cahier caractéristique d'hôte, et il est dans domaine public. Il s'agit d'un algorithme bien connu. Donc, tout cela est ouvert et sécurisé. L'idée que vous avez un horloge qui passe à travers une étape de cryptage. Il s'agit d'une séquence de valeurs à 6 chiffres mouvants. La clé vous est donnée par la chose sur laquelle vous voulez vous authentifier. Vous donnez ensuite cette clé à cet authentificateur qui génère alors le code à 6 chiffres mouvants, code qui est attendu par le site sur lequel vous voulez vous authentifier. C'est bien, parce que le problème avec Verizia, c'est qu'ils sont l'unique faille. Tout le monde qui utilisait leur service dépendait d'eux. C'était un problème. S'ils étaient victimes d'un déni de service, ou s'ils avaient une panne, là, vous avez un problème. L'autre problème est qu'ils sont très chers. C'est pourquoi vous voyez peu de personnes l'utiliser, parce qu'ils facturent l'authentification. Donc c'est super arrive à convaincre les gens de l'utiliser, mais c'est difficile à utiliser. Ainsi au lieu d'avoir un seul appareil sur lequel vous utilisez un seul outil tiers pour vous authentifier, Google fait une sorte d'authentification à compte multiple. Donc, vous pouvez ajouter à l'authentificateur de Google, autant de clés que vous le souhaitez. Et donc j'en ai une maintenant, spécialement pour Dropbox. Et il m'affiche le code à 6 chiffres que Dropbox attend, que je peux ensuite utiliser pour ouvrir ma session. J'ai pas essayé avec Windows Phone 7. Peut-être tu sais, Léo? Il parle de quelque chose appelé authentificateur. Est-ce que ça fait partie de Windows? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais... Je ne sais pas. Je veux dire, il y a l'authentificateur de Google. Peut-être il y a, trait d'union-t-il aussi un authentificateur de Microsoft. Peut-être, quelqu'un le sait dans la salle de discussion. L'authentificateur de Google est sous Android, iPhone et BlackBerry. C'est vrai. Il n'y a donc pas de version Windows Phone. Donc c'est peut-être un Verizia ou quelque chose dans le genre. Probablement pas, parce que ça va être ouvert, alors que Verizia ne l'est pas. Oui. Mais je vous parie, que nous sommes sur le point de voir ce système de mots de passe unique et temporaire, être intégré dans nos appareils. Je veux dire, c'est presque la solution optimale, où vous êtes en mesure de créer un code, et c'est un mot de passe unique, propre à l'appareil. Tout le monde a un téléphone intelligent, à peu près. Donc, le problème avec Dropbox, c'est que c'est un peu difficile à configurer. Ils vont mettre en place un code QR que vous pourrez numériser, et je l'ai pris en photo avec un IPA, et il s'est immédiatement enregistré. En fait, dès que le petit scanner a fait la mise au point et a pris la photo, l'authentificateur de Google a dit, c'est bon, je l'ai eu, et il m'a montré le code à 6 chiffres que Dropbox demandait pour confirmer que j'avais bien reçu. Le problème est que vous ne pouvez pas obtenir le code de nouveau. Mes essais sont restés infructueux. Donc, je n'étais pas en mesure de dire, montrez-moi mon code QR pour mon mec valide. Il y a une option pour obtenir l'équivalent de la clé à 26 caractères, parce que ce que je voulais aussi l'essayer sur mon BlackBerry. Donc, je l'ai eu sur mon iPad et sur mon BlackBerry. Maintenant, l'authentificateur Google pour BlackBerry est de la plus simple expression. Je suis content d'en avoir un, mais il n'y a rien de superflu. Il n'y a pas de possibilité de le prendre en photo avec l'appareil photo. Vous devez le saisir à la main. Et dès que vous répondez au code QR, alors, vous n'avez plus la possibilité d'obtenir la clé top de 26 caractères. J'ai donc dû la supprimer et recommencer. Cette fois, j'ai pu avoir la clé de 26 caractères, et ai pu l'écrire. Maintenant, je l'ai pour mon compte Dropbox, et donc, je suis en mesure de le fournir manuellement, pour autant d'instances de ces authentificateurs top que je veux. Donc, pour moi, c'est encore un peu maladroit. Je veux dire, c'est génial qu'il le propose. Ça fonctionne. Je pense vraiment que c'est l'avenir. Il me semble que c'est la technologie d'authentification à 2 facteurs qui, ne coûte rien, est par nature multicompte, est basée sur des standards, et est sécurisée. Je te parie que nous allons commencer à le voir implémenté sur des appareils. C'est la bonne solution. Et une dernière chose, Dropbox fournit un code de sauvegarde à 16 chiffres qu'il vous donne comme prioritaire. Donc c'est quelque chose que vous écrivez, et mettez dans un coffre-fort, ou quelque part. Ainsi dans le cas où vous ne pourriez plus faire votre validation en 2 étapes, il vous reste une solution pour les convaincre que vous êtes bien vous. Ces 16 chiffres aléatoires, en fait, je pense que ce sont des caractères, je pense que le mien était complètement alphabétique. Donc ils vous fournissent un code, avec une très grande entropie, qui vous permet de re-rentrer, si pour quelque raison que ce soit, vous ne pouvez pas le faire via votre appareil avec le mot de passe unique. Donc, pour moi, l'interface utilisateur a besoin d'un peu de travail. Mais nous avons maintenant une authentification à 2 facteurs pour Dropbox. Donc, c'est super. Je ne sais pas si c'est la solution que recommande Dropbox. Il y a un authentificateur tiers qui fonctionne avec l'authentificateur Google à 2 étapes. Donc, je suppose que c'est ce dont il parle pour Windows Phone.
Mais c'est d'une entreprise appelée Slug, on ne mit chien, Slug en mission. Moi, vous savez. Y a-t-il quelque chose? Le mot que j'ai, c'est juste Authenticator, comme si c'était le nom. C'est comme ça que ça s'appelle. Mais bon sang. J'aurais préféré que ce soit fait par, je sais pas, quelqu'un d'autre que Slug en mission. Et ils ont aussi parlé du AWSMF d'Amazon, qui est probablement une authentification multifacteur pour Android. Bien que l'authentificateur de Google fonctionne déjà sous Android. Je comprends pas pourquoi tu ne regardes pas plus loin que ça. Peu importe, PayPal l'utilise avec son VIP, en français protection de l'identité par VeriSign, et paye le prix de ce type de protection. Mais ce n'est pas disponible partout. Je veux dire que je ne peux pas l'utiliser pour d'autres services, à moins que ces services utilisent les mêmes méthodes en arrière-plan. La beauté de cette transformation, menée en majeure partie grâce à l'authentificateur de Google, c'est son concept, qui consiste à prendre le mot de passe unique temporaire, puis autoriser l'utilisateur de fournir la clé, et d'utiliser tout ça de manière cryptographique pour générer le code. Et l'utilisateur peut avoir autant de comptes qu'il choisit. Donc, on aura Dropbox, on aura Google Mail, on aura Amazon S3, et d'autres. Et je pense que ça va probablement devenir la solution gagnante pour ce genre de besoin multifacteur. Donc, je m'en réjouis. Je pense que nous allons voir. Oui, tout le monde doit adopter l'authentification à double facteur. Tout le monde. Ouais. J'ai reçu un tweet de James L. McMahon Jr., pour lequel je voulais le remercier, car il montre que Révision 3 détecte les bloqueurs de pub. Et, quand il est allé sur Révision 3, avec son bloqueur de pub activé, on lui a dit, via une petite note apparue à l'écran, oh, votre bloqueur de pub est activé, or du contenu Révision 3 nécessite que les logiciels bloqueurs de pub soient désactivés. Merci de votre soutien. Et, je pense que c'est tout à fait approprié, Léo. Je pense que c'est la bonne chose à faire. On a déjà parlé de le lien intrinsèque qui existe entre la traçabilité et la publicité et compagnie. Et je n'ai absolument aucun problème avec un site qui me dit, attends un peu, tu ne veux pas accepter un certain contenu qu'il est nécessaire que tu acceptes afin que nous puissions te montrer tout ce que nous voulons. Alors, s'il te plaît, accepte. Bon, et je l'accepte. Nous, on le fait pas. Mais je comprends pourquoi ils font ça. Ils doivent payer leur bande passante, et le reste. Oh oui. C'est pas gratuit. Je me demande si c'est pas un truc de Discovery, maintenant qu'ils ont été achetés par Discovery. Je me demande si Discovery fait ça. Intéressant. Ouais. En fin de semaine dernière, j'ai retweeté quelque chose que j'avais reçu de nombreuses fois sur mon compte Twitter. C'est un très beau répertoire de cours gratuits sur l'internet, coursera.org. Coursera.org/course donne une liste de tous les cours disponibles. Et hier ou lundi, il y avait le cours sur la cryptographie qui a redémarré. Donc c'était coursera.org/course/crypto. Et plein de personnes m'ont remercié pour le tweet. Un gars, qui doit être un auditeur régulier de notre émission, a dit que le protocole MS Trade Union avait été choisi dans le cours pour montrer l'insécurité de ce protocole, comme nous l'avons expliqué la semaine dernière. D'autres ont dit que le cours sur la cryptographie était très bon. Donc je voulais juste signaler ce site à nos auditeurs, coursera.org/course. C'est super chouette. Ouais, et en plus il y a des grandes universités qui y participent. Je veux dire, Stanford, Princeton, Columbia, Rutgers, et plein d'autres. Sinon, quelque chose qui n'a rien à voir, mais j'ai manqué le 80e anniversaire des Lego, il y a quelques semaines. Ah. Et ils ne sont donc plus protégés par un brevet. Donc n'importe qui peut en faire, c'est arrivé l'an passé, il me semble. Sans blague? Pendant pas mal de temps, on ne pouvait pas faire de blocs compatibles avec les Lego. Et maintenant, on peut. Je me demande comment ils ont pu garder leur propriété intellectuelle pendant 80 ans. C'est une bonne question, et je n'ai pas la réponse. Retour sur Spin, te tronquer. Maintenant, de bon TNO, c'est à des solutions ou des clients de stockage en nuage, Trust No One, en français, ne faites confiance à personne. Et ils sont très différents. J'ai joué avec les deux. Et l'un d'eux va probablement devenir la solution officielle de sécurité maintenant. Mais j'en parlerai après. //absence.com/lab/datalocker. Je viens juste de taper Datalocker sous Google, mais je peux pas dire si c'est le même. Je pense pas que ce soit le premier résultat qui apparaît. Ah si, c'est le second lien dans Google. Il est très petit, il y a qu'un seul fichier de 1,5 mégaoctets. Vous devez absolument avoir .NET version 4. Je pense qu'il est multiplateforme, mais j'en suis pas sûr. Je pense qu'il faut un bibliothèque spéciale pour le faire tourner sous Mac. Ouais, c'est un .NET au code source ouvert. Bon, c'est l'utilitaire minimal. Et c'est ça que j'aime. C'est juste,
une cible pour glisser-déposer. Donc vous déposez un fichier dans une petite fenêtre, et il vous demande alors un mot de passe, qui est irrécupérable, car il n'est pas stocké. Vous rentrez votre mot de passe. Et ensuite, il le crypte, ajoute sa propre extension, et le place dans son dossier d'origine. Vous pouvez aussi le mettre dans un autre dossier. Et il y a deux onglets, l'un pour encoder, l'autre pour décoder. Et c'est tout ce qu'il fait, mais il est mignon. Maintenant, il semble prendre ça à la légère. J'ai l'impression qu'ils l'ont fait pour attirer l'attention sur eux, mais qu'ils font d'autres choses. Je leur ai écrit il y a quelques jours pour leur dire que c'était très beau, mais qu'il n'y avait aucune documentation disponible, expliquant le format cryptographique utilisé, ou le format de fichier utilisé. Silence, pas de réponse. Peut-être qu'ils ne regardent pas ce courriel. J'ai quand même l'impression que ce n'est pas leur affaire principale, car, disons-le franchement, c'est quand même facile à faire, ça. Mais c'est sympa. C'est un petit crypteur-décrypteur qui fonctionne par glisser-déposer du fichier à crypter. Il ne se souvient pas du mot de passe. Ça pourrait être plus joli, s'il s'en souvenait. Il ne se souvient pas non plus du répertoire où vous voulez qu'il entrepose les fichiers. Ça serait bien, s'il s'en souvenait. Par exemple, on pourrait l'utiliser avec Dropbox, ou autre. Enfin, c'est un joli petit utilitaire, et j'imagine qu'ils utilisent AES 256. J'ai regardé un peu le fichier crypté, et j'ai vu qu'ils utilisaient une en-tête pour s'identifier. Je n'ai aucune raison de penser qu'ils aient fait quelque chose de néfaste. Maintenant, celui qui m'a fait la plus belle impression est duplicati.com. On trouve son code source sur code.google.com. C'est deux gars qui l'ont fait. Laissez-moi vous expliquer ce qu'il fait. C'est une solution de sauvegarde cryptée, flexible et générale, complètement orientée vers le stockage en nuage. C'est pour les trois plateformes majeures, Windows, Mac, en Linux. Il fonctionne de pair avec le service S3 d'Amazon, le SCA Drive de Microsoft, celui de Google, et celui de Rackspace. Il peut aussi fonctionner sur des fichiers. Il peut dialoguer avec des serveurs WebDAV. Il comprend le TAWALAF, en français, le système de fichiers à moindre autorité, qui est un système de fichiers pour nuage, sécurisé, et distribué. Il peut aussi dialoguer avec les serveurs FTP ou SFTP, c'est-à-dire FTP sécurisé, en utilisant SSH. Donc très flexible de ce point de vue. L'algorithme de cryptage est le AES 256. Il commencera par faire une sauvegarde complète du sous-répertoire choisi, puis il continuera par des sauvegardes incrémentielles. Et on peut lui dire combien il doit faire de sauvegardes incrémentielles avant de refaire une sauvegarde complète. Il y a aussi un outil en ligne de commande, pour les utilisateurs avertis, même s'ils disposent d'une jolie petite interface graphique. Et je me demande combien méga ou gigaoctets il utilise. Il tourne sur ma machine depuis une semaine ou deux, et il me semble qu'il utilise 45 mégaoctets. Donc il se comporte bien. Quelque chose existe dans Windows, ça s'appelle le service de cliché de volume, VSS. Ce service permet aux utilitaires de sauvegarde d'effectuer les sauvegardes de fichiers déjà ouverts. Ça a toujours été un problème, par exemple avec Outlook qui ouvre le fichier PST qui est le fichier central de la base de données d'Outlook, et qui crée des problèmes de sauvegarde aux utilitaires de sauvegarde, puisque le fichier est toujours ouvert. Bref, Duplicati utilise ce service VSS sous Windows, ou son équivalent sous Linux, le LVM, en français gestionnaire de volume logique. Ça donne donc un contrôle flexible sur ce qu'il doit sauvegarder. J'ai envoyé toute l'arborescence de mes codes sources en assembleur virgule sur le serveur S3 d'Amazon. J'ai été en mesure de préciser que je voulais exclure de la sauvegarde les points .exe, les points .objet, les points .res, en fait, tous les fichiers intermédiaires qui ne sont pas des fichiers include, des fichiers en tête, des fichiers de code en assembleur, et compagnie. Donc, vous pouvez définir exactement ce que vous voulez sauvegarder, et même utiliser les expressions régulières ou les simples. En interne, on n'a que des expressions régulières. Donc, il y a beaucoup de contrôle. Donc, vous pouvez définir des règles avec des si ça correspond à ça, alors exclus ceci, ou inclus cela, etc., etc. Et le programme n'est pas excessivement lourd. Le répertoire complet, avec ses tout petits fichiers et ses DLL, ne fait que 18 mégaoctets une fois installé. Et il est multiplateforme, et multiservice. Je l'utilise, et je ferai un compte rendu bientôt. Mais je voulais vous en parler. Je suis très impressionné. C'est un joli petite machine. Tout le monde offre du stockage gratuit maintenant, Dropbox, Google, SkyDrive, etc. Ça permet aussi de donner des noms différents aux sauvegardes, de les rassembler ensuite dans des groupes, afin de pouvoir contrôler tous les combien, et dans quelles circonstances la sauvegarde doit être effectuée. Donc on peut utiliser plusieurs groupes avec plusieurs sauvegardes. Les sauvegardes peuvent contenir plusieurs dossiers, sous-dossiers. Donc c'est très hiérarchique, avec des tonnes de contrôle.
et chaque groupe peut être envoyé vers un service différent. Donc, ce n'est pas comme si on devait mettre tous ses œufs dans le même panier d'Amazon ou SkyDrive. On choisit exactement avec quel service on veut faire sa sauvegarde. Et ce programme s'occupe de tout le reste. C'est un petit gadget terrible. Malheureusement, il n'y a pas de version pour Mac. Si. Windows, Mac, et Linux. Ouais, les 3 plateformes. J'ai vu les versions pour Windows et Linux, sachant que Linux utilise Mono. Je devine qu'en utilisant Mono sur Mac, ça doit marcher. Là, vous en savez plus que moi, je ne suis pas allé si loin. Ouais, je l'ai sous les yeux, disponible sous. Donc duplicati.com. Vous en aviez déjà parlé. C'est vrai? Ouais. Je n'avais pas dû creuser à fond le sujet alors. Oui, je pense que c'était dans votre long. Dans mon long tour d'horizon? Mais c'est quelque chose que j'ai déjà vu. Je continue d'utiliser ARC que vous aviez recommandé sous Mac, et que j'aime vraiment. Ouais. Et c'est aussi un TNO complet. Et, ils offrent aussi la cryptographie, c'est bien ça? Oui, et c'est libre. Bon, on passe à autre chose? Oui Steve. Bon, le système des brevets est en sale état. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et j'ai regardé et écouté des gens qui en parlent depuis longtemps. Et clairement, l'un des gros problèmes, c'est qu'une durée de protection de 20 ans est très longue, pour des choses qui n'impliquent pas de construire des usines ou des laboratoires pour mettre en œuvre le brevet. Le monde du logiciel évolue très vite. Et octroyer des droits très étendus à une entreprise qui use de sa taille pour faire appliquer ses droits, et parfois aussi intimider ses rivaux, est assez décourageant. Et je voulais partager avec nos auditeurs, l'adresse d'un site mis en place par le EFF, en français, Électronique sans frontières. Ça s'appelle défendsinnovation.org. On peut signer une pétition, en laissant quelques informations sur soi, afin qu'ils puissent montrer au monde que c'est sérieux. Et j'invite les gens à aller faire un tour sur ce site. Ils ont divisé leur inquiétude en 7 points. Le premier point est justement que la durée d'un brevet logiciel soit raccourcie. Et, ils demandent, que cette durée soit de... Maintenant c'est de 17 à 20 ans. Oui, c'est exactement ça. Ce qui est ridicule. Ils disent 5 ans, mais je pense que 5 mois ou 1 an serait suffisant, parce que dans le monde des téléphones mobiles, ça bouge terriblement vite. Vrai. Et en tant que personne qui a fait l'expérience du système de brevet, puisque j'ai écrit des brevets et des avocats, et j'ai exploré ça, il y a plein de problèmes dans ce système. L'un des problèmes, je pense le plus répandu, c'est que souvent l'entreprise qui regarde quelque chose en premier dépose le brevet. Bien que j'adore Apple, et un iPhone, c'est ce qu'a fait Apple. La tendance est à déposer des brevets pour tout, même si quelqu'un d'autre à qui l'on demanderait de résoudre le problème, arriverait à la même solution, sans jamais avoir eu de contact avec le détracteur du brevet. Je veux dire, que fréquemment, les solutions sont évidentes. Et le test de l'évidence est, à mon avis, l'un des plus gros problèmes que nous ayons, car, malheureusement, c'est la manière dont fonctionne notre système juridique. On a 12 personnes dans un jury, qui sont sélectionnées de manière aléatoire dans la liste des électeurs, et c'est évident pour eux? Non. Mais c'est évident pour n'importe quel programmeur dans le monde. Mais on n'a pas forcément 12 programmeurs dans le jury. Donc, ils déclarent aussi si le brevet est invalide, ou s'il n'y a pas violation du brevet, et ensuite, on a un parti pris. Ils disent, les contrevenants devraient payer les frais juridiques. Ils ne parlent pas ici de Samsung. Ils parlent des gens comme Nathan Meyerwold qui rassemblent des brevets, dans le seul but d'extorquer des frais d'utilisation de brevets, ou pour poursuivre en justice. Exactement, juste pour mener l'affaire devant les tribunaux. Ouais, le problème c'est qu'on ne fait pas la différence entre les gens comme Apple, et les scatteurs de brevets. Donc, quoi qu'on pense du verdict, Apple était de bonne foi, lorsqu'il les a poursuivis en justice. Absolument. Et Donc, s'ils avaient perdu, leur faire endosser les coûts n'aurait pas nécessairement été approprié. oui. Et, par exemple, je me rappelle avoir souri, quand, en jouant avec mon Nexus 7, je me suis aperçu qu'en arrivant à la fin de quelque chose, ça ne rebondissait pas. Vrai. Ça s'arrête. Il y a une bonne raison pour cela, il y a un brevet en dessous. Apple a un brevet sur le rebond. Et j'en ai déjà parlé à plusieurs occasions. Sur mon BlackBerry, j'adore le fait de pouvoir maintenir le bouton appuyé, et que ça passe en majuscule. Eh bien, je ne peux pas faire ça sur mon iPad. Mais BlackBerry a cette fonction, et donc Apple ne peut pas se l'offrir. Donc, on a un problème ici, dans la mesure où il existe une certaine tension entre les caractéristiques qui profiteraient aux consommateurs, et celles qui bénéficient aux entreprises qui les proposent. Par conséquent, pour revenir à votre point, Léo, est-ce que ça doit durer 17 ans? Non, c'est trop long. C'est trop long. C'est fou, ouais. Et donc, ce serait vraiment chouette si, par exemple,
Le passage en majuscule quand on maintient la touche appuyée, qui a été mis en place par BlackBerry puisqu'ils avaient un clavier sur leur téléphone, bien avant qu'Apple se penche sur le sujet, était aussi disponible sur Apple. Mais, encore une fois, c'est un problème de qui a rencontré le problème en premier. Mais c'est un peu l'objectif de Franc, en français, équitable, raisonnable, et non discriminatoire, qui propose un juste prix pour une licence. Et beaucoup d'entreprises sont d'accord avec ce concept de Franc. Oui. Et c'est peut-être ce que vous voulez appliquer, qui est en fait, que quelqu'un mérite l'argent de sa licence. Mais elle doit être à un prix raisonnable. Vous savez, Apple demandait $30 par téléphone. Si c'est raisonnable, je sais pas, mais c'est beaucoup plus que ce qu'une entreprise peut se permettre. Vrai. Et c'est le problème des scatteurs de brevets, par exemple, Électronique sans frontières disait, éloigner les frais de justice des parties innocentes, dans une affaire de brevet, à la fois, le gagnant et le perdant, payent leurs propres frais, qui peuvent représenter des millions de dollars, si l'affaire va vraiment en justice. À cause de ces coûts prohibitifs, qui ne peuvent pas être récupérés, des prévenus vont souvent chercher un accord, afin d'éviter les notes de justice salées. Même s'ils ont un dossier béton, prouvant qu'ils n'ont jamais violé de brevet, ou que le brevet en question était invalide. Donc. Exact. C'est le cas pour des poursuites dans certains États. Ils ont une loi, qui fait que, s'ils estiment que c'est une poursuite frivole, alors, vous payez les coûts, si vous perdez. Ouais. Mais frivole est un jugement de valeur. J'imaginerais que la plupart des procès pour des brevets sont pris au sérieux. Mais, peu importe, ces procès sont si coûteux, que quelqu'un dans son droit, est en grand péril et avec d'énormes dépenses, s'il veut y aller. Donc, l'une des plaintes récurrentes que j'ai, au sujet du système de brevets, est que comme les brevets sont complexes, au bureau des brevets, en théorie, les examinateurs doivent être des Einstein. Bon, en fait, c'est un mauvais exemple, car c'était un examinateur de brevets. Mais l'idée que les examinateurs de brevets sont omniscients et ne sortent que des brevets pour des inventions, ne tient pas. Le bureau de brevets est submergé, en sous-effectif, et sous-financé. Et donc, ce qu'il se passe, est que les brevets sont accordés, si ce n'est pas évident qu'ils ne devraient pas être accordés. Et ils laissent les tribunaux s'en dépatouiller. Exact. Et c'est ce qui s'est passé je crois avec ces brevets. C'est comme si, tiens, ça a l'air d'un bon brevet. On va juste le faire, on va le prouver, et voir ce qu'il advient. Exact. Je crois pas que les gens comprennent ça, qu'en fait c'est le tribunal qui doit souvent trancher. Et ce n'est pas approprié. Exact. Le fait d'avoir un brevet ne veut rien dire. Et c'était l'objet de notre discussion avant l'enregistrement de l'émission, Léo. On discutait de la tournure qu'a pris le procès Apple contre Samsung. Car souvent, on a un brevet qui a été accordé pour quelque chose qui existait déjà, dans un coin, quelque part dans une université, où un étudiant a publié ceci. Et en toute bonne foi, la personne qui soumet le brevet, n'est pas du tout au courant de ce travail précédent. On a constamment le cas du même truc qui est inventé par des personnes n'ayant aucun lien entre elles. Pour sûr. Et c'est l'un de mes problèmes avec la définition de ce qu'est une invention. Elle a été tellement affaiblie et diluée, qu'elle est simplement devenue, quel ingénieur, a dû résoudre le problème en premier. Maintenant, bien que j'adore les pages sautillantes d'Apple, et le grossissement en pinçant les doigts, est-ce que c'était vraiment une invention? Je ne pense pas que vous puissiez discuter le fait que les brevets pour lesquels Apple avait entamé des poursuites, rendaient l'iPhone meilleur que les autres téléphones. Vous n'avez pas besoin du rebond. Le Nexus 7 peut vivre sans. L'agrandissement en tapant est super. Apple l'a inventé. Il n'y a pas de débat là-dessus. Je vous ai fait écouter un extrait avant l'émission, où, dans un entretien, le président du jury a dit qu'il avait jeté un œil à l'un des brevets, parce qu'il avait lui-même un brevet. Donc c'est un expert. Ah. Je suis sûr que c'est ce qu'il a fait élire, président du jury. Son brevet, pour autant que je sache, est pourtant complètement générique et dénué de sens. Je suis étonné que les avocats aient pu l'accorder. Moi aussi, ça m'étonne, parce que c'est vers lui que va se tourner le jury, à la fin. Et vous avez un brevet, vous comprenez le processus. Ça me rend curieux, parce qu'il a dit qu'il s'était vraiment battu pour ce brevet. Je pense que c'est pour le grossissement en tapant. J'en suis pas sûr. Je dois aller voir. Mais en rentrant à la maison, j'ai eu une révélation. L'invention d'Apple ne tournerait pas sur la machine de technologie antérieure qu'a soumis Samsung pour preuve. Et le code de Samsung ne tournerait pas non plus sur du matériel Apple. Donc, il a dit qu'il avait utilisé ça pour déterminer que ce n'était pas une technologie de l'état de l'art précédent, car ça ne pouvait pas tourner sur le même processeur. Car, n'a aucun sens, non? Non, c'est une interprétation erronée de ce qu'est l'état de l'art. C'est ce qui m'a effrayé. Et, parce que c'est un expert, le jute il a acheté. Si Apple avait breveté le code de l'algorithme particulier, l'algorithme qu'ils utilisent, alors,
ça aurait été autre chose. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont breveté le rebond. Je veux dire qu'ils ont breveté le concept de délicatement signaler à l'utilisateur qu'il a atteint la fin. Maintenant, Léo, je dois avouer que j'aime bien cette fonction, et je soutiens que ça apporte de la valeur à Apple. J'aime tellement ça, que je serais prêt à payer $30 à Apple pour qu'ils ajoutent la fonction rebond à mon Nexus 7. Mais c'était l'affirmation d'Apple, on a créé des inventions qui ont rendu nos produits meilleurs, et Samsung les a juste copiés, afin que leurs produits soient aussi bons que les nôtres. Et on mérite de profiter, seul, de ces inventions pendant 17 ans. 17 ans. Ça pose problème, je comprends ça. On va rayonner jusque sur une autre planète. C'est vrai, je suis d'accord. Mais Apple a joué de la loi actuelle. Oh oui. Je veux dire, qu'ils ont tout fait dans l'intérêt de leurs actionnaires, envers qui ils ont cette obligation. Exact. Mais en tant que consommateur, sur l'Alpa, je ne peux pas avoir la fonction qui passe en majuscule, quand je maintiens le bouton appuyé. Je sais, ça me rend fou. Je l'ai sur mon BlackBerry. Je peux pas avoir les rebonds en fin de page sur mon Nexus 7. Je veux ces fonctions. Je suis d'accord. Par conséquent, ce serait sympa, si par exemple, il était possible d'acheter ces brevets accessoires. Puis-je obtenir une licence d'Apple, pour ça? Exact. Laissez-moi donc avoir une licence. Ouais. C'est un problème épineux. J'ai signé la pétition, parce que je pense vraiment qu'on a besoin d'une réforme des brevets. Défendez l'innovation.org. Bon, laissez-moi juste revisiter ceci. Je suis pas en train de dire que c'est juste, ou faux. J'aime les rebonds en fin de page. Je comprends que ça ait de la valeur. Mais j'aurais quelques réserves sur le fait que quelqu'un d'autre qui aurait rencontré le même problème n'aurait pas abouti à la même solution. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? Oui, c'est l'évidence du brevet. Oui, c'est juste qu'ils sont arrivés les premiers là-dessus. Et le bureau des brevets est censé considérer l'évidence. Oh oui. Dans la langue actuelle, on ne peut considérer quelque chose comme une invention, dès que l'évidence apparaît aux yeux de quelqu'un ayant des connaissances dans le domaine. Exact. Autrement dit, si on confie le problème à un ingénieur en logiciel, ou si on lui montre la solution, est-ce que ça lui paraîtra évident? Ou est-ce que ce sera comme le velcro, ou la fermeture éclair, que je ne comprends toujours pas? Ouais, la fermeture éclair n'a rien d'évident. J'ai aucune idée de comment ça marche. Je comprends le velcro. C'est pourquoi, dans le procès Google contre Oracle, Oracle a perdu parce que l'un des brevets qu'ils se disputaient était un vérificateur de plage. Et le juge a même dit, non, ce n'est pas évident. J'ai appris Java ECR la nuit dernière, j'ai écrit un vérificateur de plage. Ce n'est pas quelque chose de non évident. Et le juge l'a rejeté. Il n'y avait pas de jury pour ce procès. J'ai le sentiment que, s'il y en avait eu un, le résultat aurait été différent. Eh bien, avant qu'on enregistre cette émission, je vous racontais, Léo, qu'il y a une vingtaine d'années, j'acceptais les opportunités de consultant, pour être témoin expert dans les procès. Et j'étais impliqué dans plusieurs procès où il était question de propriété intellectuelle. Et, quand j'étais contacté par les avocats, ils disaient, « Et Steve, vous avez écrit un article dans InfoWorld, où vous avez dit les choses suivantes, et on est d'accord avec ça. Justement, on a des contentieux là-dessus. » Et donc, je comprenais de quoi ils parlaient, et si j'étais de leur côté, alors j'étais partant, je leur disais que ça semblait intéressant. Le problème est que j'ai vu comment le système judiciaire se retournait encore et encore. Je veux dire, qu'il prenait la conclusion que je savais être la mauvaise. Donc finalement, j'ai arrêté de faire ça. C'était trop frustrant. Et je dois dire, que la politique, et la loi, et la justice, sont frustrantes pour les gens normaux. Dieu merci, il y a des gens qui durent plus longtemps que vous ou moi. C'était un jugement à 1 milliard et quelques. Et je devine qu'il était question d'une infraction volontaire. Ce qui signifie que le juge a le droit de tripler la peine, car c'était réputé volontaire. Waouh. Maintenant on sait pas ce qu'ils vont faire. Et je pense qu'on peut faire le procès, car franchement, devant le courriel flagrant de Samsung. Et le jury a statué grâce à ce courriel, où Samsung disait qu'ils avaient une énorme crise de conception, qu'ils devaient faire quelque chose, que cet iPhone était vraiment trop bon. Il y avait une preuve irréfutable. Ils l'ont copié. C'est évident que Samsung a dit, on doit le copier. Et je pense qu'on peut dire que Samsung a fait le calcul, et a dit, regarde, la meilleure affaire serait de le copier. Tentons le coup, payons l'amende si on est condamné. Ils ont certainement parlé à Apple. Apple leur a dit qu'ils voulaient $30 par téléphone. Samsung a répondu que le téléphone ne valait pas assez pour leur donner $ par unité, donc qu'ils ne paieraient pas, ils tenteraient le coup. Et ils ont perdu. Ils se sont fait 21 milliards de dollars avec ces téléphones. Ils vont payer l'amende de 1 milliard de dollars voire même 3 milliards, et ils diront que ça faisait partie du coût de développement pour ces téléphones. Et maintenant,
Et ils vont enlever le rebond du. Et maintenant, ils réagissent, échangent, et innovent. Et si vous regardez au modèle annoncé par Samsung, le Galaxy Note 2, ce n'est pas un iPhone, c'est un 5 pouces et demi. Donc, il n'y a pas de question. Personne ne va regarder ce modèle, et dire qu'il a volé l'iPhone. Donc, à mon avis, Samsung a probablement pris, en toute connaissance de cause, la décision de copier Apple. Ce serait mon hypothèse. Bien, et rappelons que Samsung est aussi un fournisseur de premier ordre pour Apple, et tous ses téléphones. Oui, ils se sont des frères ennemis. Et il y a eu des poursuites pour plagiat. Ouais. Et à propos, les affaires n'ont jamais cessé. Jamais, Apple n'a dit qu'ils allaient aller ailleurs. Ouais, il n'y a nulle part ailleurs. Eh bien, en fait, il y a LG. Il y a d'autres personnes vers qui ils pourraient se tourner. Il y a de grosses affaires à se faire là. Donc, je demanderai à nos auditeurs d'aller jeter un œil sur ce site, défendlinnovation.com, signer la pétition, si vous pensez que ça devrait être mis au grand jour, que 17 à 20 ans est un délai très long pour qu'une entreprise se voie octroyer les droits exclusifs sur quelque chose, pour lequel un ingénieur a décrété, tiens, faisons ça. Le réduire à quelques années serait une bonne chose. Et ensuite, on voit ces procès, tout le temps, et il y en a plein d'autres encore. Motorola poursuit Apple. Il y en a beaucoup d'autres qui se déroulent. Et je suspecte que ce soit un procès de tellement haut rang, que ces entreprises vont dire, regardez, c'est une guerre d'usure, personne ne va jamais gagner, comprenons cela. Et maintenant c'est terminé. Ça n'a été qu'une crise pendant les premières années de la domination par l'iPhone. Je pense que c'est presque fini. Je pense que les deux ont pris des chemins séparés. Personne ne va confondre un Android avec un iPhone. non. Ça a été une bonne émission, Steve. Plein de trucs intéressants. Ça a été sacrément chargé. Maintenant, on fera la session de questions-réponses, la semaine prochaine. On retombe sur nos pattes. Donc pour la semaine prochaine, si vous avez une question, un commentaire, ou quelque chose que vous voudriez dire, et que Steve le répète à l'antenne, vous pouvez vous rendre sur grc.com/feedback. Ne m'écrivez pas, écrivez pas à Steve, le formulaire des retours est fait pour ça. Ouais, j'opine du chef, mais personne ne peut voir ça. Ouais, opiner du chef ne se voit pas à la radio. On propose aussi des versions audio et vidéo de l'émission. Je sais pas trop pourquoi vous iriez regarder la vidéo, à part pour voir le visage souriant de Steve. Mais vous pouvez avoir les deux sur toi.tv/barst. Et bien sûr, Steve propose une version minuscule sur son site, et les transcriptions complètes des émissions, réalisées par un être humain. Donc elles sont intelligibles et sans faute. Rendez-vous sur grc.com, où vous trouverez aussi Spinnerite, le meilleur utilitaire pour la maintenance de son disque dur. On enregistre cette émission tous les mercredis à 18h GMT. Maintenant Steve, je crois que nous l'avons mentionné la semaine dernière, donc il y a 2 semaines maintenant, que la cérémonie d'Apple devait avoir lieu, bien que les invitations n'ont pas encore été envoyées. Égal, supérieur à traduit jusqu'ici. Inférieur à égal. On va changer de jour pour l'émission et la mettre mardi? Ouais, peut-être. On sait pas. Mais on vous le dira avant de le faire, à cause de l'annonce d'Apple. Et c'est censé être pour l'iPhone 5, n'est-ce pas? Ça va être le nouvel iPhone. Je pense qu'il y a un tel consensus parmi les observateurs, que c'est ce qu'il va se passer le 12 septembre. Et, on a presque confirmé également, la sortie d'une tablette de 7 pouces. Mais pas pour ça. Maintenant, le consensus est sur le fait qu'il y aura une annonce séparée en octobre. Exact. Vous savez, c'est tout trafiqué. J'aime bien le mien de 10 pouces. Il me tarde. J'adore le 7 pouces. Vous avez le Nexus 7, et j'adore la taille. Moi aussi. C'est très beau. Mais il me tarde de voir le Note 2, qui est de 5 pouces et demi. Ok. Je pense que ça sera la taille intermédiaire parfaite, parce que c'est à la fois un téléphone et une tablette. Et une tablette à stylet, pas vrai? Il y avait un stylet. Et maintenant, c'est un stylet très sophistiqué. Vous pouvez faire des choses vraiment intéressantes. Pour quand est prévue la sortie? Ils n'ont pas donné de date, mais tout le monde est d'avis pour dire qu'il sera disponible en Europe le mois prochain. Les versions européennes se veulent toujours en avance sur tout le monde. Les Américains l'auront en décembre. Décembre, c'est un peu tard pour Noël. Avant la fin de l'année. Ah. Steve Gibson, merci infiniment. On se voit la semaine prochaine, dans Sécurité maintenant.